Au début d'une histoire d'amour, le couple est souvent fusionnel. On a envie de faire plaisir à l'autre et on le considère comme son prince charmant ou sa princesse. Quand on tombe amoureux, on idéalise l'autre. Il y a de la passion. C'est ça, c'était mon rêve, comme quand on est une petite fille, le rêve de princesse, Cendrillon qui se marie, les petits oiseaux qui chantent au mariage, enfin, la vie toute belle. Et là, j'ai eu ma claque, quoi. Et puis, c'est vrai qu'au début, il avait un discours où il me mettait toujours sur un piédestal. Donc, forcément, là aussi, avec les yeux de la jeunesse, c'est en général suffisant pour avoir la sensation que c'est l'homme de sa vie. Il était prévenant, il me complimentait beaucoup. Il me disait que j'étais courageuse d'élever mon fils toute seule. Et pour moi, c'était incroyable que quelqu'un comme ça puisse s'intéresser à moi, quoi. Mais inévitablement, après un certain temps, le couple se confronte à des désaccords. Très rapidement, on peut détecter s'il s'agit de simples conflits ou si la violence va s'installer dans le couple. Un événement, comme le mariage, un déménagement ou la naissance d'un enfant, peut en être le déclencheur. Distinguer le conflit de la violence est très important, car si le conflit est normal et autorisé, la violence est en revanche destructrice et interdite par la loi. En fait, c'est pas simple, on confond souvent conflit et violence. Le conflit, il est inévitable dans le couple, on se confronte à des désaccords, et ce désaccord va entraîner évidemment parfois de la colère. Parfois, on va partir en claquant la porte, on va peut-être monter le ton. Mais dans le conflit, le couple est toujours à égalité. Il n'y a pas la volonté d'imposer par la force quelque chose. Un moment ou un autre, on va s'écouter, on va échanger, et finalement, le conflit va se régler par le dialogue. La violence dans la terminologie courante et celle qui est fixée par la loi sont deux choses assez différentes. La définition qu'on peut en donner globalement, c'est une atteinte à l'intégrité corporelle qui va être imposée par une personne sur une autre. Donc il n'y a pas que les coups. Le raisonnement qu'on retrouve assez régulièrement chez bon nombre de victimes, c'est de dire « mais j'ai pas été frappé, j'ai pas eu de coups ». Donc il n'y a pas de violence. Mais je pensais pas concrètement que c'était de la violence conjugale, parce que là aussi on a tendance toujours à schématiser la violence conjugale avec des femmes qui se retrouvent avec la tête tuméfiée, vraiment avec des actes qui sont plus voyants, plus marqués. Moi, les 10 premières années, ça a surtout été de la violence psychologique. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre, j'aurais tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et en fait, je me sentais très mal, quoi. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais que ça venait de moi, en fait, pas de lui. Une bousculade, ça peut être une violence. Et même la violence peut ne pas être physique. Elle peut simplement, il peut ne pas y avoir de contact avec la victime, et on peut considérer qu'il y a des violences dans le fait de rechercher à faire peur à sa victime. Voilà. Ça peut se traduire par des dégradations qui seraient impressionnantes, par le fait de donner l'impression qu'on va foncer dessus avec son véhicule, ou attraper des instruments, des armes, et puis emporter des coups un peu partout, faire voler des objets dans une pièce. Voilà, tout ça peut être considéré par la justice comme étant une violence. L'auteur cherche à dominer l'autre et il va tout essayer pour rabaisser la victime et lui faire perdre toute confiance en elle. Il la dévalorise. Il la rabaisse constamment par des reproches. Jamais rien ne va, tout est prétexte à des reproches, et il va chercher à la culpabiliser et à contrôler ses déplacements et ses fréquentations, parfois même en utilisant les nouvelles technologies, comme un traceur ou une puce GPS. Petit à petit, c'était systématique, toujours les remises en question, tout ce que je pouvais faire, ça n'allait jamais. Des reproches, ouais. Des reproches sur tout et rien, quoi. Ça va être le ménage, la cuisine qui n'était pas assez bien faite, des fois l'habillement aussi, voilà. On essayait de tout faire pour faire plaisir, quoi, faire à manger, le plat qu'il aimait. Enfin, de toute façon, ça allait pas. De toute façon, c'était cramé, c'était trop cuit, pas assez cuit. Enfin, voilà. Hier, pas si trop dense. Mais tout était sous. Quand on disait blanc,
Parce qu'on espérait que ça... Ben non, lui il voulait noir, et si on disait noir, lui il voulait blanc. Donc de toute façon, c'était pour tous, tout était comme ça. On a décidé de se marier. Et puis là, là, ça a été la descente aux enfers. Et oui, il y a eu beaucoup de reproches, il n'y a plus rien qui allait en fait. J'étais incapable de faire, si on l'écoutait, de faire quoi que ce soit. Il l'humilie devant les autres, devant les enfants. Mais à ce moment-là, j'avais envie de me suicider. Parce qu'il me rabaissait tellement que je voyais plus à quoi je servais en fait. Puisque tout ce que je faisais, c'était nul, tout ce que je disais, c'était nul. Que même envers ses collègues, j'étais nulle. Il la dénigre par du silence ou de l'indifférence. Indifférent. Et c'est la chose qui fait le plus mal. C'est une indifférence, c'est-à-dire que vous posez une question, il ne vous répond pas. Vous racontez votre journée, il s'en fiche, il ne vous répond pas. Vous vous dites, je ne suis pas intéressante, il faut que j'arrive à trouver la chose qui va l'intéresser. Parce que ce que je dis, ça doit être stupide. Il crée un climat de peur. C'est-à-dire que les violences psychologiques font partie des violences. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de la peur, le fait de pouvoir créer une peur, ça c'est typiquement une violence psychologique. Au bout d'un moment, c'est la peur aussi qui a commencé à arriver, parce qu'avant les premiers coups, forcément, il y avait les menaces de coups. Donc à me dire, de toute façon, toi tu me cherches, hein, mais un jour tu vas en prendre une. Tous les jours, il me reprochait tous les matins de ne pas lui sourire. Quand vous avez la peur dessus, vous avez beau essayer de vous forcer, le sourire il n'est pas naturel. Et quand il arrivait, qu'il se levait, qu'il voyait que voilà, c'était pas un sourire naturel, bam, ça tombait. Il criait, il se mettait à crier, à insulter, à taper aussi sur les meubles au début. Il la culpabilise. Pour l'agresseur, tout est toujours de la faute de l'autre. Le dominant ne se remet jamais en question. Il cherche à la rendre coupable en permanence. Au début, on tient tête, et puis après, vu que c'est toujours de notre faute, j'étais plus dans la passivité, parce que je voyais que ça servait à rien de tenir tête pour quelque chose, que ça me retombait toujours dessus, quoi. Il y avait toujours une explication, mais c'était toujours de ma faute. Moi, j'étais persuadée que c'était moi la fautive, parce que j'en arrivais à piquer des crises de nerfs, mais je devenais folle d'ailleurs, carrément folle. Et j'étais persuadée que c'était moi. Et au regard des autres, j'étais d'ailleurs la personne qui était agressive, alors que j'étais mariée avec un homme merveilleux, formidable. Parce que devant les autres, c'était le sourire jusqu'aux oreilles, toujours prêt à rendre service. Il la met sous son emprise. Dans le couple, on peut dire que l'auteur va faire en sorte que la victime dépende de lui. Il va utiliser des stratégies pour créer cette emprise. Il crée une dépendance affective, en disant par exemple à la victime que personne ne peut l'aimer comme il l'aime. Il alterne les petites phrases assassines et les compliments. J'étais la meilleure, il avait de la chance de m'avoir, j'étais la plus belle chose qui lui était arrivée dans sa vie, j'étais même mieux que sa mère qui disait. Et lui qui était du coup quand même toujours à me valoriser malgré ses attitudes, en fait je pense que oui, je me suis raccrochée à ça. Il cherche à isoler la victime, à l'empêcher de contacter sa famille et ses amis, ou à créer une situation de dépendance économique ou administrative. Par exemple, en privant la victime de ses papiers, passeport, carte d'identité ou encore carte de crédit. Et moi, j'avais pas le droit de voir les papiers. Je pouvais pas avoir un œil sur l'argent, comment ça partait. Petit à petit, ça s'est fini qu'on n'allait plus du tout chez mes parents, quoi. Du coup, je ne voyais plus personne. Et voilà, j'étais un peu enveloppée par lui, protégée de tout le monde de l'extérieur, mais en fait, il m'empêchait que tout le monde vienne me voir, en fait. Et moi, j'avais pas le droit de sortir. Il manifeste de la jalousie, ce que l'on pourrait confondre avec une preuve d'amour. Les peu de copines que j'avais, dû à mon apprentissage, en fait, quand on essayait de se voir de suite, c'était « Ah, mais attends, on se voit pas la semaine, t'es toujours au boulot, et le week-end, tu vas encore aller promener avec les copines. On se voit pas, on profite pas. » Alors, ça m'embêtait de pas profiter de mes copines, mais dans le fond, je me disais, en fait, c'est mignon ce qu'il me dit, quoi, parce que je lui manque toute la semaine, donc il a envie de passer du temps avec moi.
Donc tant pis pour les copines. Ça a été très vicieux parce que ça a été des menaces sans arrêt, notamment au travail. Il fallait pas que je parle avec qui que ce soit, aucun homme, surtout aucun homme. Mais si j'avais le malheur de croiser le regard d'un homme, je savais que j'allais ramasser parce que c'était de ma faute. Il lui dit qu'elle n'est pas capable. C'était toujours avec beaucoup de finesse, il m'a rabaissée. Physiquement, surtout, j'étais capable de rien faire, ni de conduire, ni rien. Je conduisais quasi plus parce que il conduisait tout le temps, il me laissait jamais conduire. Mais c'est pareil, ça rentre dans la tête et on se dit je suis pas capable de conduire, quoi. Ça me paraîtrait assez surprenant de trouver une seule situation de violence physique qui n'ait pas été précédée par de la violence morale. Pour un oui ou pour un non, il cherchait en fait toujours le petit détail pour amorcer une dispute. Et puis je me retrouvais tapé, bousculé, attrapé par les cheveux, parce que les premiers temps, de toute façon, c'était jamais vraiment des coups, en tout cas des coups qui ne laisseraient pas de traces. Il jouait beaucoup sur la psychologie parce que ça se voyait pas. Alors c'était pas vraiment des gifles, parce que c'est surtout sur le bras, un coup de poing au bras, ou un coup de pied dans les jambes, mais quelque chose, ça se voit pas. Des gilets bleus, ça se voit pas. Un soir, il a pété un plomb en me demandant de me déshabiller, de me mettre toute nue. J'ai cru qu'il allait me violer. Et il est revenu à lui, je pense, quand même, de voir la peur que j'avais. Il m'a regardé, il m'a dit « mais je vais pas te violer, n'importe quoi, assieds-toi à côté ». Et je me suis assise en boule, toute nue, au bout du canapé, et il m'a envoyé 3 coups de poing. C'est la première fois qu'il tapait si fort, dans la cuisse, si bien que j'ai passé tout le mois de juillet avec la cuisse tuméfiée, que j'ai pas pu mettre de short, parce qu'il fallait vraiment camoufler ça. Et après, ça a été les coups, et ensuite, c'est parti, mais sur le visage, là, il se contrôlait plus, quoi. C'était... voilà, tu vas aller chercher du fond de teint, sauf que le fond de teint, ça cache ça cache pas tout. C'était ça sans arrêt. Et après, ça a été des griffures. Alors, il me griffait, j'ai tout eu. D'abord, ça a été les coups. Ça a été donc une fourchette qu'il m'a plantée là, en haut du dos, entre le dos et une clé qui m'a cassé quand même. Une clé comme ça, il faut quand même la tordre dans le dos, il faut y aller. Un coup de couteau dans la cuisse, il a essayé de me noyer. Il m'a attrapé, il m'a fait passer à travers une porte et après il m'étranglait et il m'a collé contre un mur et il me disait je vais te tuer, tu peux pas me quitter comme ça, je vais te tuer, quoi. Quand il est rentré d'OPEX, il fallait avoir une relation de suite. Alors que j'accouchais le lendemain, on avait rendez-vous pour un déclenchement. Et ça de suite quand il est revenu. Et il m'a fallu je sais pas combien d'années pour qu'on me dise mais si le viol conjugal ça existe. Pour moi, j'étais mariée, ça n'existait pas, quoi. Pour arriver à lui à se calmer de ses nerfs, c'était un moyen, comme il y en a qui vont prendre l'air ou prendre un verre d'alcool. Non, là c'était un acte sexuel en fait qu'il fallait pour qu'il puisse se calmer. La victime est peu à peu piégée par les effets de la dévalorisation, de la peur et de l'emprise que l'auteur a créée. Elle se sent incapable sans lui. On a envie de partir, mais en fait on ne le fait pas. Enfin, pour moi, parce que il me disait que j'étais incapable de m'occuper de mes enfants toute seule. En fait, ils nous disent que sans eux, on n'est plus rien. Je me disais que j'allais pas y arriver toute seule. Je me sentais affaiblie. Je me sentais pas capable de faire quoi que ce soit sans lui, que je pouvais vivre que grâce à lui par rapport à sa paye. Mais très vite, il a plus voulu que je fasse rien. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Et c'est vrai que j'étais celle qui était incapable de tout faire. Elle est sous son emprise. Il lui donne l'illusion du retour du prince charmant. J'ai dit c'est fini. Et le soir il est revenu avec un bouquet de roses qui passait pas la porte, quoi. En s'excusant que plus jamais il comprenait pas ce qui était arrivé, que plus jamais ça se passerait. Et donc je l'ai laissé rentrer.
On est sous l'emprise, on est prisonnière, oui, c'est ça. Et pour partir, c'est dur, il y a un tout. Il revenait avec une friteuse ou alors il revenait avec un bouquet de fleurs. Il s'excusait, il m'a dit voilà, j'ai réfléchi, excuse-moi, je recommencerai plus. C'est vrai que j'ai été un peu loin, mais bon voilà, faut t'y mettre du tien aussi. Elle croit qu'il va changer. Elle espère qu'il va redevenir comme avant et elle va tout faire pour. La première demande qui est faite en fin d'entretien, c'est « Pourriez-vous recevoir mon compagnon ? Pourriez-vous recevoir mon mari, mon époux ?» Parce que je pense que tout ce qu'on vient de dire là, tout ce que vous me dites là, il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il l'entende parce que quand vous allez lui dire, vous, il va vous écouter. Vous, il va vous croire. Vous, ça va forcément faire quelque chose. Et de ce quelque chose, peut-être que il redeviendra la personne qu'il était quand on s'est rencontrés, les premiers jours ou les premières semaines de notre relation. Finalement, j'étais cloîtrée dans cet appart, à devoir faire tout pour que ça convienne à monsieur, à couper du monde, entre guillemets. Et puis le temps a passé et puis je me suis renfermée en fait dans ce schéma-là, mais toujours dans l'idée en fait de me dire ou qu'un jour il allait changer, quand même comprendre que parce qu'on arrivait quand même à discuter à certains moments. Au départ, pendant je pense 2-3 ans, j'ai pensé qu'il allait changer, c'était pas possible. Elle a des représentations de la vie de couple, du rôle de l'un et de l'autre. C'était peut-être normal en fait pour moi. C'était peut-être les aléas de la vie de famille. Des fois ça va moins bien. Donc, Puis j'ai une grand-mère qui est très croyante et très pratiquante et qui a vécu toute sa vie avec un homme violent mais qui n'a jamais divorcé parce que vis-à-vis de la religion ça ne se faisait pas et qui expliquait qu'en fait les gens on les aimait avec leurs qualités et leurs défauts et que à partir du moment où on avait décidé de faire de cet homme-là l'homme de sa vie, il fallait assumer et affronter les problèmes de la vie de couple en fait. Elle a de l'empathie, elle peut lui trouver des excuses. Il s'est mis à boire de plus en plus, donc il y a beaucoup plus de violence. Et ensuite, il a perdu son boulot aussi, à cause de l'alcool. Donc c'est pareil, on se dit que c'est la situation qui fait que ça va pas, quoi, en fait. Qu'il est pas bien, donc qu'il est plus agressif, qu'il se met souvent en colère. Que les reproches fusent à tout va. Je pense que j'aurais continué encore à lui trouver des excuses, à me rattacher en fait, à me dire mais au moins il m'aime quoi. Elle a peur. Mais la peur de pas arriver à faire les papiers, de pas arriver à faire ce qu'on m'avait toujours interdit de faire finalement. Parce que je me disais mais comment on fait? Puis la peur de l'inconnu, la peur de pas y arriver. De pas m'en sortir, la peur. Mais j'avais trop peur pour le quitter, je pouvais pas. À l'époque, je pouvais pas. Aujourd'hui, je me dis le jour où je l'ai fait, pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais parce que j'y arrivais pas. J'avais trop peur de ce qu'il était capable de faire. C'est vraiment la peur, je crois, la peur de mourir. Je pense que je m'en suis surtout rendu compte, c'est quand il m'a fait des menaces par rapport à mon enfant, quand j'étais enceinte, où il me menaçait que j'aurais jamais la garde, que quand j'accoucherais, il partirait avec. Les violences sont traumatisantes et vont avoir un impact dans le cerveau. Elles vont générer un ensemble de mécanismes de sauvegarde à l'origine de conséquences psychotraumatiques. Quand la victime est confrontée à une situation qui représente un danger pour elle, comme la violence, il se produit une paralysie dans son corps qui l'empêche de réagir. Elle est sans voix, elle a les jambes coupées, elle se retrouve dans un état de sidération. Il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que tout ce qui, en fait, normalement devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles ne vont pas pouvoir parler, crier, se défendre sur le plan psychique, mais aussi sur le plan moteur, elles vont être aussi immobilisées.
Alors c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux victimes, c'est pourquoi n'avez-vous pas crié, pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu. En fait, c'est tout à fait malheureusement normal par rapport aux violences qui sont exercées. J'ai été piégée tout de suite. Alors évidemment, les gens qui n'ont pas vécu vont vous dire « Oui, mais t'avais qu'à rentrer, tu sais très bien que t'aurais été accueillie à la maison, chez toi, oui, ça c'est sûr. » Je savais plus comment réagir en fait par rapport à lui. Je savais plus quoi dire, comment réagir parce qu'en fait on est bloqué parce qu'on a le stress dans le corps en fait. Et on sait plus, je savais plus. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Et c'est à partir de cette sidération que va se mettre en place une cascade de conséquences qui vont être extrêmement traumatisantes pour la personne et vont avoir un impact sur sa santé à long terme, que ce soit la santé mentale et la santé physique. Dans le cerveau, on a une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui s'allume en cas de danger et qui fait sécréter par les surrénales de l'adrénaline et du cortisol qui permettent à l'organisme de se préparer à agir, à fuir face à des violences. Très rapidement, on va se retrouver avec des doses d'adrénaline et de cortisol qui représentent un risque vital pour l'organisme et qui vont avoir un effet stress extrême. C'est-à-dire qu'avec un impact sur le cœur et sur le cerveau, on peut mourir de stress et on peut avoir des atteintes neurologiques très importantes du fait d'un excès de cortisol. Et à ce moment-là, le cerveau n'a comme moyen pour permettre la survie de l'organisme, de la personne, que de disjoncter exactement comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage. Et cette disjonction se fait avec aussi la sécrétion de drogues dures par le cerveau qui font une sorte de cocktail morphine-kétamine qui vont complètement anesthésier la personne physiquement et émotionnellement. Le cerveau serait donc capable de nous anesthésier afin de protéger notre organisme face à une situation de violence. C'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, va plus ressentir d'alarme, elle va plus ressentir de stress, elle va plus ressentir de douleur. Et ça va lui donner une sensation d'irréalité, comme si elle était spectatrice de l'événement, comme si elle se regardait, et de dépersonnalisation très très intense, très particulière, et c'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique, le fait que la personne soit privée de ses émotions, empêche complètement la personne de pouvoir réagir, de pouvoir aussi trouver des solutions, se battre. Elle est plus du tout, elle est comme vidée, elle va être automatiquement sous emprise de l'agresseur qui va pouvoir faire d'elle ce qu'il veut. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est allongé devant la porte de la chambre pour pas que je parte en pleine nuit avec les enfants et tout ça. Voilà, donc je me suis allongée. Je pense qu'au bout d'un moment de fatigue ou je sais pas quoi, je me suis quand même endormie. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais dans un autre monde, quoi. Donc là, j'étais, je sais pas, en état de choc, je pense. Donc je me suis levée, j'étais déjà habillée. Et je lui ai dit, là, laisse-moi sortir, il faut que j'aille au médecin, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Et cette dissociation traumatique aussi, ça va faire qu'il va y avoir une tolérance à la douleur, une tolérance aux violences très très particulière. C'est-à-dire que les personnes, elles savent qu'elles vivent des violences, mais c'est comme si elles n'étaient pas graves ou comme si ça ne les concernait pas. Elles vont être piégées et ça explique pourquoi les victimes peuvent rester aussi longtemps avec un agresseur, parce qu'elles sont anesthésiées. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le danger perdure, tant que la victime est exposée à l'agresseur, particulièrement dans l'enfance, par exemple, dans les couples, quand il y a des maltraitances, des violences sexuelles, elle va rester dissociée. Elle peut rester dissociée 10 minutes, un quart d'heure, mais une journée, mais aussi des mois, des années. Elle peut rester dissociée 10 ans, 20 ans, et sembler tolérer des situations intolérables. L'autre grande difficulté, et qui, moi, est quand même est récurrente, et sont les petites violences répétées. On s'habitue. Enfin, voilà. La victime s'habitue. J'ai plein, vous voyez, en vous disant ça, j'ai plein de situations qui me reviennent en tête, de femmes, souvent des femmes, qui me disent « Mais tous les matins, il passe à côté de moi, il me met une gifle et il m'insulte. » Mais vous savez, docteur, c'est comme ça depuis 20 ans. Et là, on a une femme qui nous dit « Oui, non, j'ai l'habitude, j'ai pas mal, ça me fait plus rien. » La dissociation provoque des troubles de la mémoire. Les victimes ne sont plus en mesure de resituer les événements dans le temps et sont perdues dans la temporalité. Je serais incapable de vous dire l'émotion que je pouvais avoir à ce moment-là.
En fait, je crois que mon corps a toujours été dans le silence d'un mal-être. Je me suis oubliée intérieurement. J'ai oublié mes ressentis, j'ai oublié tout. Je sais plus ce que j'allais dire. Et je sais plus. Vous pouvez me redire parce que là, du coup, je suis partie. En même temps que cette dissociation traumatique, se produit aussi une interruption du circuit de la mémoire qui fait qu'il va y avoir la mise en place d'une mémoire traumatique qui ne va pas être intégrée par le cerveau, qui ne va pas être contextualisée dans le temps et dans l'espace et qui va faire revivre à l'identique les pires événements. Et ça, c'est la mémoire traumatique, c'est un véritable enfer. Si on a une mémoire traumatique, ça veut dire qu'on a un terrain miné qui peut s'allumer aussitôt qu'un lien, une odeur, un bruit, quelque chose qui réveille les violences. Et je lui ai dit, tu sais, il y a des choses qui remontent, qui reviennent, tout remonte, ma vie remonte. En fait, comme si on était sous l'eau et qu'on remonte à la surface et qu'on revoit petit à petit les épisodes, vous savez, trait par trait, échelle, monter une marche, et on redécouvre ça, et on remonte une marche. Tant que la personne est dissociée, cet enfer-là est dans sa tête, mais c'est un peu comme si elle ne le ressentait pas émotionnellement. Et aussitôt qu'elle ne va plus être dissociée, c'est là où ça va exploser. Et elles revivent des événements, les événements qu'elles ont vécus, elles ont des attaques de panique, des angoisses, elles entendent des phrases de l'agresseur atroces, tu vaux rien, tu mérites ce qui t'est arrivé, tu n'as pas le droit de vivre, etc. Et là, ça m'a rebelote, quoi. Et mon corps, inconsciemment, il a lâché. J'ai fait une crise de tétanie, spasmophilie, je sais pas trop. Je me suis contractée, je tremblais. Les pompiers sont venus me chercher sur mon lieu de travail. Et de là, j'ai jamais remis les pieds là-bas. Donc c'est des conséquences universelles qui touchent toutes les victimes de violences et qui ne sont pas dues à un choix de la victime, mais qui sont liées aux violences. La victime peut s'anesthésier par elle-même. À ce moment-là, les personnes vont devoir mettre en place des stratégies d'évitement ou des stratégies, ce qu'on appelle les conduites dissociantes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles se dissocient pour pouvoir s'anesthésier, pour ne pas vivre ces états atroces. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a un risque très important de consommer de l'alcool, de la drogue, de se mettre en danger, parce qu'on fait monter la personne, en fait, sans savoir pourquoi, si elle se met en danger, si elle se fait mal, si elle se brûle, si elle se scarifie. Quand elle fait ça, en fait, elle fait monter le stress, elle fait disjoncter le cerveau, et du coup, elle évite de revivre l'événement. Parce que j'ai fait de l'anorexie mentale et j'étais à 47 kilos. Je fumais plus de 2 paquets de cigarettes par jour. Alors si le tabac est très mauvais pour la santé, moi, il m'a aidé à survivre. Sans la cigarette, je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que quand ça n'allait pas, je prenais une cigarette, alors des fois, il me les enlevait. Mais on en arrive à des stades, c'est que c'était ma drogue, la cigarette, quoi. Si on a vécu une violence avec des douleurs, les douleurs vont revenir à l'identique, comme si elles se reproduisaient. Ça peut mener les gens aux urgences. Toutes les phrases vont revenir, tous les bruits, et je veux dire, les personnes peuvent même avoir peur d'être folles, tellement c'est violent, tellement c'est énorme, tellement c'est incompréhensible. Et j'ai fait des tentatives de suicide parce qu'il me poussait à bout. Il me poussait dans des états de folie, d'hystérie. Le psychotrauma n'est pas une fatalité. La réparation est possible. Et cette mémoire traumatique, elle se traite. On peut traiter la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique, on refait fonctionner les circuits. Les traumas, c'est un peu comme des fractures. On réduit les fractures, en quelque sorte. Et le tissu neurologique se répare, c'est-à-dire que les atteintes neurologiques de départ régressent, les circuits se remettent à fonctionner. Et du coup, la personne, elle a vécu quelque chose de terrible, mais elle ne le revit pas à l'identique. C'est ça toute la différence. Quitter le domicile et y revenir peut faire partie du parcours de sortie des violences. Le départ définitif peut prendre quelques jours, quelques mois, voire quelques années. L'idée, c'est d'être convaincu que si j'ai décidé de partir, c'est parce que j'ai tout essayé derrière. Parce que souvent, elles ne veulent pas partir, elles ne veulent pas briser la famille. Donc j'ai déposé une main courante. Et puis je suis quand même allée me réfugier chez mes parents parce qu'à l'heure qu'il était, c'était 3h30 du matin. Je pouvais pas aller ailleurs. Mais là, j'ai eu le droit
aux pleurs, hein, le lendemain, je suis désolée, je me suis emportée. De toute façon, c'est vrai, j'ai un problème. Quand je bois, je sais plus me contrôler. Donc je te promets, je touche plus une goutte d'alcool. J'avais vraiment en face quelqu'un qui avait l'air de ne plus du tout avoir envie de recommencer les choses, quoi. Donc je suis repartie. Ça s'est tassé pendant 3 mois. Où en effet, il buvait plus, il sortait plus. Et puis les sorties ont recommencé. Donc régulièrement, il cassait tout à la maison, il envoyait tout voler. Il me bousculait, il m'attrapait par les bras, mais j'ai laissé faire. Et puis jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Donc, l'assistante sociale m'a convoquée et m'a dit voilà, il se passe ça et ça. Votre fils, en fait, il faut que l'année prochaine, c'était en juin, donc il faut qu'en septembre, il soit soit qu'il aille à l'internat, soit qu'il reparte vivre chez son père. C'est plus possible qu'il vive avec vous dans des conditions comme ça. Et dans ma tête, c'était fini. On allait divorcer, mais j'ai pas pris mes affaires, je suis pas partie de suite en fait. J'étais toujours, parce qu'il y avait les enfants, parce que c'était compliqué. Je savais que j'allais le faire, mais comment, quand, je savais pas. Et puis un jour, c'est le déclic. Et c'est au commissariat que j'ai appris que mon petit-fils avait accusé son grand-père de viol. J'aurais peut-être fini par partir un jour, mais ça aurait été encore beaucoup plus tard. Je savais que c'était terminé, parce que j'avais ma fille et il fallait que je protège ma fille. Voilà, ça a été vraiment... c'est ma fille qui m'a sauvée. Je pense que c'est mes enfants qui m'ont sauvée. J'ai pensé très très fort à eux et je me suis dit que je pouvais pas mourir. Je suis partie avec l'estafette, le petit dans la voiture, dans la camionnette jusqu'aux urgences. Là aussi, de voir l'infirmière en train de mesurer mes hématomes, je m'effondrais parce que je me rendais compte quand même là, pour le coup, j'étais en train de réaliser quand même dans quel schéma j'étais. Et je crois que c'est vraiment cette fois-là où là, j'ai compris que non, on était vraiment dans la violence et qu'il n'y aurait pas de point de retour. La victime peut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie et contacter une association spécialisée. Mais la visite chez son médecin traitant ou aux urgences de l'hôpital est nécessaire car ce sont eux qui doivent rédiger un certificat médical qui va constituer une pièce essentielle du dossier. Quand on vous demande de vous déshabiller, vous avez des bleus plein les bras, les épaules, le dos, partout. À un moment donné, on devrait nous poser des questions, mais personne ne l'a fait à l'époque. J'ai dit à la secrétaire qu'il fallait que je le voie de toute urgence. Bon, elle a bien vu que puis j'avais des marques sur le corps. Donc il m'a fait un papier et il m'a dit qu'il fallait que j'aille porter plainte à la gendarmerie et surtout protéger les enfants qui étaient restés avec lui. La seule personne vraiment qui m'a entendue, et sans parler plus que ça, sans aller dans le détail, c'est notre médecin. Dans le cas où la victime porte plainte, elle sera orientée vers un médecin légiste. Le médecin légiste aujourd'hui travaille quasi exclusivement sur réquisition judiciaire, c'est-à-dire à la demande des autorités de police, de gendarmerie et bien sûr du parquet. Notre formation est axée sur la recherche des signes de violence avec une analyse de ces signes de violence à la fois physiques mais également psychologiques. Par exemple, à travers la datation. Si on voit des lésions d'âges différents, que nous allons qualifier et dater dans le temps, ça permettra de corroborer les dires de la victime et d'affirmer ses faits. Dans la consultation médico-judiciaire, on nous demande à la fois une évaluation de la situation et de la répercussion des faits, donc qu'ils soient physiques ou psychologiques, et on nous demande de le traduire, cela, sous forme d'ITT. Ça veut dire incapacité totale de travail. Et ce n'est pas la lésion qui nous intéresse, c'est le retentissement sur la victime qu'on mesure. Une victime qui a une fracture du nez qui n'est pas chirurgicale, qui ne porte pas de lunettes, qui a une bonne vue, je dirais, comme ça va être en fonction du retentissement, mais on peut chiffrer entre 4 et 6 jours. Quelqu'un qui est myope, par exemple, la douleur fait qu'elle ne supporte plus le port des lunettes. Et bien là, le retentissement va être énorme, c'est-à-dire que cette personne ne peut plus se déplacer, ne peut plus prendre sa voiture, ne peut plus au quotidien avoir une vie normale, et ça va durer
le temps de la régression de l'hématome et tout ça, et on va passer souvent au-delà des 8 jours fatidiques. Donc, c'est pas la fracture du nez, c'est le retentissement. Dans le cas où la victime appelle de chez elle le 17, donc une patrouille gendarmerie va intervenir à son domicile. Ou bien la victime peut directement venir à l'accueil de la brigade en expliquant ce qui se passe chez elle. J'ai tendu le papier au gendarme. Quand il a lu le papier du médecin, il m'a dit « c'est qui vous a fait ça ?» Et donc je lui ai dit bah, « c'est mon mari ». Donc il m'a dit « ah non, là c'est pas possible, vous me suivez et vous venez avec moi ». Après il a été très professionnel. Il a pris le temps de m'écouter. Sa collègue a refait des photos avec une lumière exprès pour voir toutes les marques sur le corps. À la suite du Grenelle des violences conjugales de 2019, il a été créé des maisons de protection des familles au sein des gendarmeries. Donc nous, notre travail au sein de la maison de protection des familles, c'est principalement l'accueil et la prise en charge des victimes. Alors il y a des hommes qui viennent, ça arrive. Après il y en a donc beaucoup moins que des femmes. Peu importe l'âge, le sexe de la personne, la prise en charge est exactement la même. On était allé chez une victime à son domicile, elle était en situation de handicap, elle ne pouvait pas se déplacer et on était l'entendre directement chez elle. Voilà. Souvent en fait on va essayer de voir où est-ce que c'est le mieux pour la victime. On va travailler avec la victime donc, sur son audition. On va nous la diriger vers diverses associations, divers partenaires. Nous, ce qu'on fait, c'est un suivi téléphoninik des victimes. On a connaissance de l'ensemble des interventions, de l'ensemble des plaintes qui sont déposées. Certaines nous appellent pour avoir des conseils ou pour nous dire voilà, il s'est repassé tel fait, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de petite violence auprès des victimes en fait. La moindre bousculade, la moindre gifle, il ne faut pas hésiter à en parler. Voilà. Si ça arrive une fois, ça recommencera. Parce que c'est un cycle, la violence, en fait, et souvent, ça va démarrer par des petites choses, ça va s'arrêter, mais voilà, c'est cyclique et ça recommencera. Le fait de rentrer dans le CIDFF, c'est déjà un grand pas. Il y a une forme de bienveillance et en tout cas, il n'y aura pas de jugement de la part des professionnels. On va faire une première rencontre, on va mettre des mots sur ce qu'elles vivent, on va essayer de comprendre la situation, on va voir en fonction de ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Selon ce qu'elles veulent faire, effectivement, il y a tout un panel de choses qui peuvent être proposées et du coup, c'est les informer sur ce qu'il existe. On sait que le moment du départ, c'est un moment qui peut être très dangereux, qui est anxiogène pour la victime et pour les enfants. Donc il est vraiment indispensable aussi de préparer ce départ. J'avais une amie qui avait un café et j'ai fini par me confier et lui expliquer ce qu'était réellement ma vie. Et donc, étant du quartier, m'a fait rencontrer une avocate qui venait régulièrement boire le café aussi. Et elle me dit, il existe le CIDFF. Et là, je pense qu'il faudrait quand même prendre rendez-vous. Quand la solution, en tout cas le besoin d'hébergement est présent, je me retrouve dans une situation d'urgence où je suis en danger et je ne peux pas dormir chez moi, je ne peux pas rentrer chez moi. À ce moment-là, je dois faire la démarche du 115 et une réponse est systématiquement faite dans toutes les situations. Je me sentais protégée pour le coup. Tout simplement, le fait de savoir que j'allais être dans un appartement où malheureusement, même ma propre famille ne pouvait pas savoir où j'étais, mais lui ne saurait pas où je serais et il ne pourrait pas venir me faire quoi que ce soit. Donc après, on m'a dirigée vers le CIDF, où j'ai rencontré une psychologue aussi, qui était spécialisée aussi dans les violences. Elle savait de quoi je lui parlais, donc là, on se sent écoutée, on se sent comprise. C'est très, très important. Et c'est vrai que de pouvoir échanger et de se dire qu'on n'est pas folle et que ce qu'on a vécu, c'est pas de notre faute, mais ça fait beaucoup de bien. Nous, on est spécialistes donc, de l'aide aux victimes et du parcours judiciaire.
Donc nous, on est là pour répondre aux questions des victimes, comment déposer plainte, comment va se dérouler une audience. On est aussi présent aux audiences pour les accompagner. Alors bien souvent, ça débute par une IVI, une évaluation personnalisée de la victime. C'est effectué par les juristes. Cette évaluation, elle a pour objectif de connaître la situation de la victime, souvent avant une audience, pour que les magistrats puissent avoir des informations sur la situation de la victime. Et c'est important parce que ça permet d'avoir des éléments qui sont actuels, alors que la plainte peut être ancienne. Avec les psychologues, c'est tout au long de la procédure, pour un soutien pendant toutes les démarches. Après, j'ai été à France Victime et j'ai été suivie. Et on nous aide et on nous fait comprendre que finalement, non, la fautive, c'est pas nous. De nouveaux dispositifs sont accessibles librement sur Internet pour faciliter la protection des victimes de violences. Mémo de vie et un journal pour garder trace des événements et un espace sécurisé pour stocker des documents. Appel, c'est une application où il y a un bracelet qui est connecté. Elle désigne 3 personnes de confiance qui éventuellement recevront un signal si elle se sent en danger et qu'elle déclenche l'alerte. Alors nous, on le propose gratuitement. Il peut y avoir des violences. Ces violences peuvent mettre en danger la personne ou qui viennent nous voir. Et donc là, il faut prendre des mesures de protection. La voie civile, l'ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales aura à statuer sur une demande d'ordonnance de protection afin de protéger la victime d'un conjoint ou d'un ex-conjoint violent et de prendre les mesures adaptées à la situation de la famille, notamment lorsqu'il y a des enfants. La personne en danger ou la victime va s'adresser au juge aux affaires familiales en déposant une requête. Elle pourra être ou non assistée d'un avocat. Le juge aux affaires familiales rendra sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. Et l'ordonnance sera délivrée dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation. La victime devra apporter la preuve des violences et du danger qu'elle court par tout moyen, de façon à constituer un faisceau d'indices. La preuve de la vraisemblance des violences peut être apportée par une victime ou une personne en danger de plusieurs manières, et notamment par un faisceau d'indices. Le faisceau d'indices, ça veut dire une main courante, une plainte, des témoignages qui vont être ce qu'on appelle circonstanciés, c'est-à-dire détaillés. Aussi un certificat médical, des décisions pénales, des jugements. C'est tout un contexte qui va être pris en compte, tant pour démontrer le risque de réitération que la difficulté à sortir de l'emprise. Le juge aux affaires familiales prendra plusieurs mesures destinées donc à protéger la victime. Des mesures d'éloignement, donc interdire aux défendeurs d'entrer en relation par tout moyen, donc ça veut dire par le téléphone, par des SMS, par des mails, avec la personne en danger, interdire à l'auteur de se présenter dans certains lieux, de détenir une arme. Le juge aux affaires familiales va statuer sur l'attribution du logement commun si les 2 parties vivent ensemble et il pourra l'attribuer à la personne à protéger. La voie pénale, la plainte. La victime peut porter plainte au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier au procureur de la République. Il faut que soit clairement dit aux gens qui ont l'intention de déposer plainte pour violence, on ne peut jamais leur refuser, c'est pas possible. Voilà, donc il faut insister, il faut passer par un autre service d'enquête si jamais on essuie un refus, ou directement par le procureur. La plainte déclenche une enquête pour vérifier que l'infraction est établie. Je pense que le premier droit de la victime, c'est qu'il y ait une enquête digne de ce nom qui soit lancée. Cela consiste à réunir le plus d'informations possible pour déterminer si le délit de violence est constitué ou non. Dans la justice pénale, le procureur il a une place très centrale. Il va diriger la police judiciaire, donc diriger toutes les enquêtes, que ça soit fait par la gendarmerie ou par la police.
Qu'est-ce que je vais être amené à prendre? C'est l'audition de la victime, c'est la première chose. L'audition de l'auteur, des témoignages éventuels, des examens et des expertises qui vont intervenir. D'une façon générale, je vais m'appuyer sur tout ce qui peut exister, tout ce qui pourra être renseignement utile, qui nous permettra de voir si effectivement ces faits ont bien été commis. La justice va, à partir de ce moment-là, regrouper l'ensemble de ces éléments et faire ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ce qui est très compliqué sur les violences psychologiques, c'est la preuve. Le plus compliqué à déterminer, c'est ces violences psychologiques. C'est pour ça que l'enquête est importante. L'enquête, le voisinage, l'entourage, les amis, le côté professionnel, tout ça c'est important à auditionner aussi pour voir quelle emprise vraiment a l'agresseur sur la victime, comment il agit avec elle. Et je voulais pas partir dans le conflit du tribunal, parce qu'en plus, c'est vrai que quelque part, j'ai jamais été faire constater mes blessures, prendre des photos. Mon avocate m'avait dit, tu crois franchement que sans preuve, arriver au tribunal, il va laisser dire qu'il t'a tapé? Ça va être après, du coup, un combat de venir expliquer vraiment et prouver que ce que tu dis, c'est vrai, quoi. Parce que souvent, après, quand on n'a pas de traces malheureusement physiques, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Au début, quand il y avait du monde, il se contenait, tout allait bien. C'était des compliments, il était attentionné. Puis quand les gens repartaient, c'était toute une autre personne, quoi. Jamais personne dans mon entourage s'est rendu compte de ce que je pouvais vivre à la maison le soir. Donc, et je pense que ça aussi, c'était calculé, parce que partout où il allait, il me mettait encore toujours sur un piédestal. Et ma femme, c'est la femme la plus merveilleuse, c'est la plus belle. Donc jamais personne n'aurait pensé qu'il avait ces attitudes-là avec moi. On essaiera de voir aussi quels sont les besoins sur les mesures de sûreté. Quand on prend une plainte, on demande à la personne si elle souhaite une injonction d'éloignement. Si elle nous dit oui, on informe le procureur. Lui va faire une réquisition au JLD, donc au juge des libertés de la détention, qui lui peut prendre la décision de mettre en place cette injonction d'éloignement. Pendant la durée de la procédure, le procureur peut décider de l'éloignement du conjoint violent du domicile, son placement sous contrôle judiciaire en respectant une ou plusieurs obligations comme ne pas s'approcher de la victime, ou d'une détention provisoire. Et puis, dans les outils les plus récents, on retrouve aussi des mesures de sûreté, non pas juridiques, mais vraiment techniques, qui ont été développées. Le téléphone grand danger, qui permet à la victime d'avoir sur elle un moyen d'appeler très rapidement les secours, de déclencher une alerte. Le bracelet anti-rapprochement, qui est un système plus perfectionné, mettre en rapport l'éloignement physique entre celui qui a été auteur et celle qui est victime. Donc ça peut être fait au stade de l'enquête, ça peut être fait au moment du jugement, ça peut être fait après. Nécessairement, on a un certain nombre d'affaires pour lesquelles la justice devra dire « je ne sais pas ». Et si je ne sais pas, ça s'appelle, pour le procureur de la République, un classement sans suite, c'est-à-dire qu'on arrête l'enquête, il n'y aura pas de suite, parce que je ne peux pas établir que les faits sont avérés. Même avec tout un faisceau d'indices, parfois le procureur estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour démontrer les faits. Donc ce n'est pas que le procureur ne croit pas à la victime, c'est que face à un tribunal, il pense qu'il ne pourra pas démontrer les faits. Dans tous les cas, il y aura une trace. Et même si le dossier est classé, il pourra servir, peut-être plus tard, s'il y a réitération des faits sur la même victime ou sur d'autres victimes. Je ne me sens pas lié par un retrait de plainte. C'est qu'une fois que la justice est saisie, que le procureur est saisi de faits aussi graves que des violences intrafamiliales, j'irai au bout de la mission. Une fois que j'ai une infraction qui tient, moi, mon rôle va être d'orienter l'affaire vers la bonne procédure, c'est-à-dire apporter une réponse qui sera dans l'objectif de prévenir la récidive. Si l'infraction est constituée, le procureur peut décider alors de la procédure la plus adaptée à la situation.
soit il saisit le juge d'instruction pour une enquête plus approfondie, soit il décide d'une alternative aux poursuites pénales par un rappel à la loi ou une composition pénale, soit il décide d'une poursuite judiciaire par convocation ou comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Il faut que la victime se rende compte qu'elle ne trouvera pas toute la solution à sa situation dans la justice. Le problème essentiel de la victime, c'est de se faire aider. C'est une démarche personnelle qu'elle doit avoir. Ça oui. Pour quand même vraiment comprendre, je pense que c'est quand j'aurais vu un professionnel, que j'aurais tout compris, que je serais réellement sortie d'affaire. Parce que pour connaître son histoire, il faut la comprendre pour... Quand je lui emmène les enfants, j'ai une boule au ventre et enfin, la peur quoi, qui revient. Voilà. Je le croise dans la rue, j'ai encore cette peur de me dire qu'est-ce qu'il va encore faire, qu'est-ce qu'il est encore capable de me faire. Ouais, on est parti vraiment de bas et de se dire, on n'est pas comme tout le monde, mais de se dire on a le droit de vivre bien. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être complètement sortie de ça. Hein. C'est vrai que j'ai eu tellement de rebondissements dans ma vie aussi depuis. J'ai monté des entreprises, j'ai avancé, j'ai concrétisé plein de projets. Et je m'étais dit, si un jour je peux partir, j'arrêterai de fumer. Et le jour où je l'ai quitté, j'ai fumé un paquet de cigarettes dans la nuit. Et ça a été le dernier, je n'ai jamais pu retoucher une cigarette. J'ai dépassé vraiment une grosse angoisse. C'était vraiment la peur bleue. J'aurais jamais pensé arriver à le faire. Je crois qu'on se doit d'être là pour toutes celles qui vivent encore et toutes celles qui sont parties. Voilà. Moi, je crois que c'est un hommage pour elles.